regard d'autrui. Et quand on a l'habitude, et si on entend cette superbe phrase de Sartre qui disait l'enfer c'est les autres, on se rend compte à quel point le regard des autres est quelque chose qui nous conditionne au quotidien. Bien entendu, encore une fois, ce regard sur vous aura de moins en moins d'impact selon le capital confiance que vous avez engrangé aussi. D'accord? Quand on est rempli de soi, forcément, le regard de l'autre a moins d'importance ou n'est pas accueilli de la même manière en tout cas. On ne le regarde pas non plus de la même manière. Pour quelqu'un qui a une défaillance au niveau de l'estime de lui, il est plus facile d'avoir un regard d'autrui qui a une importance qui est vitale. Et là, bien entendu, il est important de faire un travail aussi. Mais alors, à l'inverse, bien souvent, on entend les gens qui disent oui, oh, tu as vu, celui-là, il a une haute estime de lui. Sous-entendu, il se la pète un peu quand même. Donc, mais vous savez, là aussi, où est la frontière et comment les gens qui ont énormément de besoin de valoriser ce qu'ils ont du mal à l'incarner réellement. C'est-à-dire que quand on est rempli de soi, c'est une attitude qui émane autour de soi plus que ce qu'on peut dire. Et vous vous rendrez compte que finalement, quand on dit, et c'est quelque chose qu'on dit souvent d'ailleurs, que ça soit en coaching, en analyse ou autre, que la vérité est à mi-dire, on n'a pas besoin de raconter forcément tout ce qu'on est pour que les gens comprennent la valeur qu'on a. Très important. C'est important, ça. C'est important parce que souvent, on entend, ne serait-ce que dans des entretiens professionnels, que ce soit entretien d'embauche ou relations commerciales ou autre, la personne qui vous décline l'intégralité de son CV pour dire « tu as vu comme je suis bon ?» et finalement, ça n'a pas fatalement d'intérêt puisque, tel que vous nous l'expliquez, vous ne vous trompez pas, c'est-à-dire que normalement, un CV doit permettre d'écumer au départ et permettre de garder les gens qui peuvent réellement répondre à notre demande ou à l'offre, on va dire, qu'on fait sur un marché. Et c'est l'entretien qui fera la différence dans des attitudes. Et à ce sujet, j'ai un exemple que je trouve extraordinaire et que j'utilise pour ma part quand je forme en management ou en ressources humaines. C'est l'exemple d'Apple. J'ai eu l'occasion de parler avec leur équipe de management et autres, et il y a un jeune qui m'expliquait qu'il travaille chez eux depuis maintenant plus d'1 an et demi et qui était quand même meilleur chez SFR. Pour pas faire de publicité, je vous donne juste son curriculum. Bon, bref, ça n'a pas d'importance. Et il me raconte quand on l'a convoqué chez Apple, il est arrivé à l'entretien, son CV avait été retenu, ils étaient 20 dans une pièce. Et avant de passer leur entretien, on leur a tous dit de jeter le CV à la poubelle. Quand le CV a été jeté à la poubelle, ils ont été en entretien. C'est-à-dire l'importance d'une attitude et la façon qu'on a de pouvoir incarner qui on est sans trop finalement dérouler un tableau de compétences. Oui, mais c'est vrai, votre exemple me fait penser à la manière dont on recrute dans le monde anglo-saxon, où on commence par voir si les attitudes sont bonnes et si les attitudes communes sont bonnes, s'il y a le fit. Et après, on regarde le CV pour ajuster le salaire. Maintenant, je vais vous parler des maillots quand même. Sujet de l'émission du jour un petit peu. Pour vous montrer ce que je voulais, j'ai décidé d'aborder ce sujet bien entendu par rapport à la saison, quoique j'aurais pu l'aborder à tout moment dans l'année et qu'on pourra y revenir souvent. C'est un passage, si vous voulez, le passage au maillot ou le passage en cabine d'essayage, que ça soit la première étape avant d'être à la plage. C'est un dur moment pour l'ego. Et ce moment-là, c'est un moment qui interroge chacun d'entre nous sur la confiance qu'on a en nous et finalement sur notre dépendance au regard des autres. Et c'est ce qu'on disait au début. Et c'est pour ça que c'était important d'en parler, parce qu'il y a énormément de gens à qui ça pose problème quand l'époque du maillot arrive, l'époque d'un achat de maillot arrive et l'époque de la plage. Et les temps ont tellement changé, si vous voulez, c'est que quand on prend les années 70 et qu'on se rend compte à l'époque que porter un bikini, c'était un acte de libération de la femme. C'est-à-dire qu'on ne se demandait pas comment pouvaient être pris des seins qui étaient pigeonnants dans un haut de maillot de bain,
on ne se demande, on ne se posait pas le problème d'un ventre plat ou musclé, on ne se posait pas non plus la question d'avoir des fesses de brésilienne. Pour un homme, on ne se posait pas d'autres questions au niveau de son ossature, etc., etc. Et finalement, on se rend compte que quand les vêtements tombent, comme à notre époque, et que la morale aussi finalement est tombée dans beaucoup de domaines, on n'est plus à l'époque où le bikini c'était une libération de la femme, on est à une époque où finalement le bikini c'est quelque chose qui se mérite et avec des régimes, des massages, du sport, etc., etc. Et le problème, c'est qu'on est dans une culture qui est ultra narcissique et que ça valorise en permanence la performance. Et que tout ce qui avait place à ce moment-là, c'est-à-dire au niveau d'un corps qui pouvait être le corps de toute mère, de toute femme, de tout homme, à un âge jeune ou autre, ça a plus sa place et que finalement, avec aussi la médiatisation des corps ultra fins, des corps très sculptés, mais qui passent derrière une image au sens propre, hein, puisqu'on a quand même des dérives un peu de l'amincissement, des dérives qui peuvent être réellement dangereuses. On a des gens qui passent en permanence à l'épreuve et qui mettent à mal l'ego de chacun. Et là, si vous voulez, la cabine d'essayage, c'est quand même un moment où personne n'échappe à ce moment quelque part de vérité avec lui-même face à son corps et que tout le monde est à égalité.